Nous allons recevoir dans un instant quelqu'un qui est en ligne, qui va nous faire une présentation de 15 minutes sur la gestion de projets en intelligence artificielle. Il s'agit de M. Michael Saint-Guilain. Monsieur Michael Saint-Guilain, si vous êtes en ligne, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Monsieur Michael Saint-Guilain est avec nous. Alors, Monsieur Michael Saint-Guilain, s'il a rédigé le son, en attendant. Monsieur Michael Saint-Guilain est né aux États-Unis en 1987. Il y a vécu également et s'est installé en Belgique depuis ses 11 ans. Monsieur Michael Saint-Guilain, a 2 doctorats obtenus la même année. Un doctorat en sciences de l'ingénieur en 2019 à l'Université Louvain en Belgique et un doctorat en informatique la même année à l'INSIA SA Lyon en France, étudiant l'intelligence artificielle et l'optimisation combinatoire sous incertitude. Depuis 2019, il dirige un projet de création de spin-off universitaire dans le but d'aider les entreprises biotech et pharmaceutiques à gérer et optimiser leurs opérations de production, leurs décisions stratégiques et leurs investissements. Il a aussi des loisirs, il ne va pas seulement à l'école. Ces loisirs incluent davantage la recherche, principalement sur le thème de la planification de missions spatiales, mais également en interaction homme-machine. Vous voyez, ils n'ont pas les mêmes loisirs que nous. Donc, Monsieur Michael Saint-Guilain, si vous êtes en ligne, c'est à vous. Merci beaucoup. Alors, j'espère que vous me recevez bien, malgré la distance. Dites-moi si le son n'est pas très bon. Je peux toujours essayer de changer de micro. Le son est très bon, monsieur. Je vais tenter de partager mon écran. Voilà. Donc, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je remercie le professeur Ratel Anji, avec qui j'ai fait mes études, en fait, mon doctorat à l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Bon, ma présentation ici s'appelle l'intelligence artificielle pour la gestion de projet, de l'exploration spatiale à la bioproduction. Donc, en fait, on va voir que l'idée ici, c'est de montrer qu'une même technologie peut être appliquée à beaucoup de domaines différents, sans pour autant nécessairement devoir faire des développements spécifiques ou devoir avoir une technologie spécifique à tel ou tel problème, à tel ou tel secteur industriel, par exemple. Mais en fait, j'aurais pu l'appeler autrement, j'aurais pu appeler ça l'intelligence artificielle pour tout le monde ou à la portée de n'importe qui, parce que comme on va le voir, en fin de compte, l'idée, c'est de montrer que ce type de technologie est accessible. Il ne faut pas nécessairement avoir un doctorat en IA ou en recherche opérationnelle ou en logistique ou autre pour faire de l'intelligence artificielle. Donc, je vais directement commencer par... alors, je prends ici, oui. Je vais directement commencer avec la toute dernière étude scientifique qu'on a menée, qui est en rapport avec l'exploration spatiale. Donc, c'est le domaine que j'ai étudié en fin de thèse, de doctorat, durant la dernière année de ma thèse. J'ai essayé d'appliquer mes acquis en intelligence artificielle à la gestion de missions spatiales. Et ensuite, on va voir que ça a un peu dérivé et de fil en aiguille, on en est arrivé à faire de la gestion de projet pour la production en entreprise biotech, pharmaceutique, mais aussi pour brasser de la bière ou encore diriger des automates de production, par exemple. Mais bon, tout d'abord, l'exploration spatiale ou en fait la gestion d'opérations pendant une mission spatiale. Alors, une question qui est très à la mode en ce moment, c'est en fait comment améliorer l'autonomie des astronautes pendant une mission spatiale. Parce qu'il faut savoir qu'en fin de compte, à l'heure actuelle, un astronaute, il est
entre guillemets, babysité à la minute près par le ground control. Par exemple, un astronaute dans la Station spatiale internationale, son projet est minuté pendant la journée. Et s'il se passe quelque chose d'imprévu, eh bien, il est en communication. Il y a une seconde de délai de communication avec la Terre. Donc, il y a une équipe sur Terre qui s'occupe de gérer tout son planning. Il est pris en charge du début à la fin et à n'importe quel moment. La question, c'est, oui, mais lorsqu'on ira plus loin, sur Mars, par exemple, où on peut avoir des délais qui vont jusqu'à 20-25 minutes de communication, c'est-à-dire que si vous posez une question, il faut 20 minutes pour que le message arrive, et puis ensuite 20 minutes pour qu'il revienne. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, ça ne va pas. On ne peut pas gérer les problèmes sur le moment. On est obligé de se débrouiller tout seul. Donc, en fait, on doit être autonome. En fait, on doit on doit être intelligent soi-même. On doit faire l'intelligence artificielle soi-même, et donc, c'est-à-dire faire de la prise de décision soi-même. Et donc, ici, nous, ce qu'on développe à l'UC Louvain, c'est un système qui utilise la modélisation formelle et l'intelligence artificielle pour aider les astronautes à gérer et optimiser leurs opérations eux-mêmes de manière autonome, ou en tout cas à les aider à le faire. Donc, on a testé ce système grâce à l'équipage Mars UC Louvain 2022. Donc, c'est un équipage de chercheurs de UC Louvain qui ont gentiment accepté de jouer le jeu en testant notre système pendant une mission de simulation d'un séjour sur Mars, dans la MDRS, la Mars Desert Research Station, dans le désert de l'Utah, aux États-Unis. Et donc, ils ont utilisé le système avant et durant toute la mission. Donc pour ça, je vais vous montrer un petit peu. Donc, ce qui se passe, c'est que on a ici un équipage de 8 astronautes. Chaque astronaute est parti avec un projet scientifique. Donc, en tout, on avait 8 projets scientifiques. Donc, si je regarde un petit peu ici, ah oui, il faut que je sorte la diapositive. Donc, on a ici les expériences de l'équipage. Donc, on a les expériences en ingénierie, en impression 3D, des expériences médicales, des expériences psychologiques sur l'hypnose, des expériences plutôt encore médicales, mais sur le corps humain, des expériences botaniques, etc. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que via notre système que vous voyez ici, qui s'appelle Romeo, on a modélisé avec les membres d'équipage, avec chaque membre d'équipage, on a modélisé son projet de recherche. Donc en fait, on a pris l'ensemble des activités, des opérations qui doivent être faites par le membre d'équipage pendant la durée de la mission, qui durait 12 jours. On a modélisé ça comme un problème d'optimisation, problème de satisfaction de contraintes, où l'idée c'est de se dire, bon, bah, ok, on a 8 problèmes à résoudre. Ces 8 problèmes, en fait, vont devoir se résoudre dans le même contexte, donc c'est-à-dire dans une mission, dans un habitat spatial que vous voyez ici, qui est très petit. Et alors, bon, il y a des activités qui vont se faire à l'extérieur, évidemment. Donc, la première chose que fournit le système, et c'est là que c'est intéressant, parce que c'est là que rentre, en fait, la première notion d'autonomie de l'utilisateur, c'est qu'il peut modéliser lui-même ses activités comme un ensemble d'opérations avec des contraintes qui lient les opérations entre elles. Donc, si je regarde par exemple ici, je vois que cette activité-là, ben, elle nécessite que ces deux activités-ci soient terminées avant de pouvoir commencer cette activité-là. Et puis alors, je peux avoir des contraintes temporelles entre les activités. Donc, si je vais voir ici, par exemple, je vois que cette activité-ci, elle doit se faire entre 12 heures et maximum 36 heures après celle-ci, etc. Et donc, on construit notre problème de manière visuelle. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'au final, il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat. En fait, on peut modéliser le problème que l'intelligence artificielle doit résoudre dans un langage qui reste rigoureux, aussi rigoureux que les mathématiques, mais pour lequel il n'y a pas besoin d'avoir de compétences en mathématiques. Et ça, en fait, l'utilisateur le comprend très bien. Alors, sur base de toutes ces modélisations, eh bien, on va créer un planning prévisionnel avant le début de la mission qui englobe les activités de tout le monde. Donc ici, on a mis seulement les activités, donc les projets de recherche scientifique sur place de 4 membres, 4 astronautes. Et on voit que
ça, c'est donc le planning prévisionnel, où en fait, c'est le planning après un jour d'activité. Et alors, ce qui se passe, c'est que ce planning va optimiser la probabilité de succès de la mission. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir ici, par exemple, ce planning est optimisé de manière à maximiser la probabilité que toutes les contraintes que vous avez vues dans le modèle soient respectées, c'est-à-dire maximiser la probabilité qu'ils réussissent leur mission, que tous les projets scientifiques se passent pour le mieux. Alors, ensuite, ce qui s'est passé sur place, donc, on a modélisé ça avec eux, et puis ensuite, ils sont partis, et après la première journée de simulation de mission, ils ont fait ces activités-là, jusqu'au mardi ici. Et puis ensuite, on va dire, bon ben voilà, maintenant, supposons qu'on est à la fin du deuxième jour de simulation ici, et je vais dire, bon ben, je vais informer le système de ce qui s'est passé entre ce moment-là et ce moment-là. Et je vais dire, bon ben, par exemple, toutes mes activités là, d'IVA, donc sortie extravéhiculaire, n'ont pas pu se faire à cause de mauvaises conditions météorologiques, par exemple. Donc je vais devoir dire au système, bon ben, en fait, c'était prévu de faire ces activités-là et j'ai pas su les faire. Comment ça impacte mon planning? Donc ça, je le dis. Et là, il va recalculer le planning. Et il va me dire, bon ben voilà, il va falloir reporter ces activités au lendemain. Je rafraîchis la page parce que je suppose qu'il a perdu la connexion. À mon avis, c'est à cause de la bande passante. Voilà. Donc, il a reporté les activités au lendemain. Et ce qu'on remarque, c'est que maintenant, ça pose problème parce que le planning que j'ai ici, eh bien, il ne respecte plus toutes les contraintes de la mission. J'ai 5 violations, ça veut dire j'ai 5 contraintes opérationnelles qui ne sont plus respectées. Alors, je peux évidemment voir où se trouvent les soucis. Donc, je peux voir que j'ai un problème avec cette opération-là, j'ai un problème avec cette opération-là, etc. Et lorsque ce que les astronautes font, bah, ils informent jour après jour le système de finalement qu'est-ce qu'ils ont pu faire et à quel moment ils ont pu le faire. Et puis, eh bien, ils demandent au système de résoudre à nouveau le problème en sachant ce qui s'est passé. Donc là, on demande au système de résoudre, solve, et le système l'intelligence artificielle va trouver un nouveau planning qui respecte à nouveau toutes les contraintes en sachant ce qui s'est réellement passé. Et là, on voit qu'on retombe sur un planning qui est feasible. Et puis, si on le laisse continuer à optimiser, il augmente petit à petit la probabilité de succès, c'est-à-dire qu'il va vraiment chercher le planning qui maximise les chances qu'on réussisse la mission. Là, on atteint 92,7% de succès. Si je le laisse tourner, sans doute qu'on peut arriver à plus. Voilà, 94% de chances de succès, etc. Donc, je l'arrête. Je vais revenir sur la présentation. Donc, bon, ça, c'était pour la petite démo, mais malheureusement, il me reste déjà plus que 5 minutes. Donc, je vais essayer d'aller vite pour voir ce qu'on peut faire d'autre. Alors, ça, c'était en 2022. C'est cette année, en fait, cette mission. Mais en fait, le développement de notre outil de modélisation et de planification d'opérations a débuté en 2018, pendant ma thèse de doctorat, au moment où je participais moi-même à une précédente mission de simulation sur Mars. Il y a déjà 4 ans, donc ça c'est moi. On avait modélisé, on avait tout un ensemble de projets de recherche qu'on avait également modélisé. On avait du coup un planning a priori, et puis jour après jour, on mettait à jour le statut de la mission pour réoptimiser et de nouveau se relancer dans une journée d'opération, etc. Donc on a publié un papier à propos de ça qui a testé dans un premier temps. La première question, c'était finalement, est-ce que c'était vraiment utile d'utiliser un modèle probabiliste, donc de demander à l'intelligence artificielle de tenir compte de l'incertitude pour prendre ses décisions. Et on s'est rendu compte qu'en fait, oui, c'était super important. On pouvait par exemple obtenir des plannings qui multipliaient par 3 les probabilités de succès en payant finalement un prix qui était vraiment, vraiment marginal de seulement 7%. Donc, c'est-à-dire qu'en moyenne, le meilleur planning, sans tenir compte de l'incertitude, qui en général avait très peu de chances de réussir, ne coûtait que 7% moins cher que le planning qui avait 3 fois plus de chances de réussir. Bon, soit.
Alors, après, on a continué, hein, parce que c'était que le début. On a fait de la recherche de manière un peu plus théorique. On a posé, parce que la théorie autour de ces problèmes-là n'était pas très, très bien posée. Il n'y avait pas grand-chose de très formel. Donc, on a posé les bases formelles de cette théorie. On a fait ça, d'ailleurs, en partie avec le Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Et on a écrit 2, 3 papiers à propos de ça. En l'occurrence, ici, on a aussi appliqué ça un peu plus tard, encore avec la NASA, à un autre type de problème, où ici, il s'agissait de gérer les opérations de robots autonomes dans des grottes ou alors dans des environnements fermés, comme par exemple après que des bâtiments se soient effondrés ou dans des trames de métro souterrains, etc., pour retrouver des artefacts. Donc on a montré qu'on pouvait utiliser notre technologie pour modéliser le problème en question et trouver les bonnes décisions à prendre. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a montré en fait qu'il n'y avait pas que pour l'exploration spatiale et les décisions liées aux robots comme ça qu'on pouvait appliquer la technologie, mais également dans le cadre de la bioproduction, donc la production de médicaments et de vaccins en biotech ou en pharma, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, entre une mission spatiale et une campagne de production biotech, ben, en fait, il n'y a pas grand-chose de différent. En tout cas, en ce qui me concerne, ce qui m'intéresse, c'est que dans les deux cas, on a des processus complexes qui doivent se partager des ressources qui sont limitées. On a des contraintes très strictes. On ne peut pas rater la mission, tout comme on ne peut pas. Si j'ai une contrainte de production d'un vaccin qui me dit entre l'activité A et l'activité B, j'ai maximum 72 heures. Si je dépasse cette contrainte, je ne peux pas vendre mon vaccin. Et je perds énormément d'argent, je perds mon lot de production. Donc on a des contraintes très strictes. Et puis, on a de l'incertitude, parce que ce sont les opérations qui sont faites par des êtres humains, avec des pipettes dans des laboratoires. Et au final, bah, l'objectif, c'est évidemment de maximiser l'output, qu'il soit scientifique ou en termes de production, mais en ayant des plannings qui soient réalistes, qui soient vraiment faisables, qui ont une bonne probabilité de réussir. Donc ça, on l'a montré une première fois dans un article là en 2020, et puis on a continué un peu plus tard, en 2022, on a montré dans un autre article qu'on pouvait faire ça dans finalement plein d'entreprises pharma et biotech différentes, très différentes. Il y a une de ces entreprises qui produit des kits de diagnostic, par exemple pour déceler le Covid, une autre qui produit des médicaments génériques, et une autre entreprise, c'est Lion, qui produit des cellules souches. C'est très différent, les cellules souches. J'ai bientôt fini, je suis au courant que je suis à la fin de mon timing. Alors, après, bon, ça, c'est jusque cette année, hein, 2022. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, il y a un report, il y a un résultat très important là-dedans, et je vais revenir là-dessus parce que j'ai commencé quand même la présentation avec ça. C'est que dans tous les cas, ce qu'on a validé, c'est que la modélisation, donc évidemment, on laisse à l'intelligence artificielle le soin de résoudre le problème. Mais le fait de spécifier le problème, de l'expliquer à l'intelligence artificielle, cette modélisation, eh bien, elle peut être rendue accessible à n'importe qui. Et dans tous les cas, les gens avec qui j'ai travaillé en entreprise biotech, ou bien les astronautes qui ne connaissaient rien en intelligence artificielle, comprenaient les modèles et étaient capables de les refaire eux-mêmes. Donc en fait, on n'a pas besoin d'un doctorat pour modéliser un problème, parce qu'il existe des langages plus sympas que les mathématiques, pourvu qu'ils soient bien faits, quoi. Alors après, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je terminerai avec ça, hein. Bon, le mois passé, on a commencé un projet où finalement on montrait qu'on pouvait même programmer des automates avec cette intelligence artificielle, en expliquant à l'IA à quoi ressemblaient les activités, les lots que devait produire l'automate. Et alors, grâce à ça, on peut obtenir finalement des séquences d'actions pour l'automate qui autrement c'était pas possible pour l'entreprise de trouver ces activités, ces séquences d'actions en fait. Même le constructeur de l'automate, ça fait 6 mois qu'il travaille avec, n'arrive pas à trouver un algorithme qui permet de trouver ces séquences. Et nous, en 2 meetings avec l'entreprise, on a trouvé les séquences. Et c'est l'entreprise qui a modélisé cela.
Puis finalement, ce que j'ai fait il y a 2 semaines, je suis allé visiter une brasserie en Belgique qui fait de la bière. Alors, j'ai vu à quoi ça ressemblait, hein. On a ici une machine qui met la bière en canette. On voit l'opérateur qui est derrière, qui rentre les canettes dans des boîtes en carton. Et puis, on voit derrière toutes les cuves dans lesquelles la bière fermente, etc. Eh bien, tout ce process du début à la fin, donc entre le moment où ils reçoivent les grains et le moment où on a de la bière en canette, tout ça peut être modélisé de manière à optimiser les opérations pour qu'ils puissent lancer un maximum de production en parallèle, tout en maximisant les chances de respecter leurs contraintes. Et ça, pareil, ça a été fait, ce modèle, avec des gens qui font de la bière. Donc c'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut profiter de l'intelligence artificielle pourvu que ce soit bien expliqué et que ce soit bien présenté. Donc voilà, je vous remercie. J'ai terminé. Donc ça, c'est ma fille qui a 4 mois. Et voilà, je tenais à terminer là-dessus. N'hésitez pas à m'écrire si vous voulez qu'on essaye de faire quelque chose ensemble. Moi, je suis toujours à la recherche de cas d'application intéressants et originaux. Merci, Monsieur Michael Saint-Guilain. Merci d'être resté dans le temps. Et merci également pour votre présentation.